Deux axes majeurs se dégagent à partir de la fin des années 1980. En premier lieu, la lutte contre les exclusions et pour l'inclusion sociale. En raison de la dégradation du contexte économique et social dans les années 80, notamment de la massification du chômage et de l'extension de la pauvreté, l'action sociale s'oriente vers la lutte contre le chômage et la pauvreté. L'originalité de la lutte contre les exclusions tient dans l'approche intersectorielle de ce sujet. La loi du 1er décembre 1988, relative au revenu minimum d'insertion et à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et professionnelle, précise dans son article 1 que toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de l'économie et de l'emploi, se trouve dans l'incapacité de travailler, a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. L'insertion sociale et professionnelle des personnes en difficulté constitue un impératif national. Dans ce but, il est institué un revenu minimum d'insertion. Ce revenu minimum d'insertion constitue l'un des éléments d'un dispositif global de lutte contre la pauvreté tendant à supprimer toute forme d'exclusion, notamment dans les domaines de l'éducation, de l'emploi, de la formation, de la santé et du logement. La loi de 1988 instaure également la notion de contrat entre le bénéficiaire du RMI et ses financeurs. La loi du 31 mai 1990 vise à la mise en œuvre du droit au logement. Elle crée le Fonds de solidarité pour le logement, FSL, afin d'aider les ménages ayant de faibles ressources. Le FSL a été décentralisé en 2005, la gestion et le financement du fonds étant placés sous la responsabilité du conseil départemental. La loi du 29 juillet 1988, relative à la lutte contre les exclusions, envisage pour la première fois de façon globale la lutte contre les exclusions. L'accès à l'emploi, l'accès au logement, l'accès aux soins. Elle débouchera en juillet 1999 à la création de la couverture maladie universelle, la prévention et le traitement du surendettement, les aides financières, mais également l'égalité des chances par l'éducation et la culture, lutte contre l'illettrisme, bourses, etc. Enfin, 10 ans plus tard, est adoptée la loi du 1er décembre 2008, généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion. Cette loi institue un revenu de solidarité active, RSA, qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence afin de lutter contre la pauvreté, encourager l'exercice ou le retour à une activité professionnelle et aider à l'insertion sociale des bénéficiaires. Il remplace le revenu minimum d'insertion, l'allocation de parents isolés et les différents mécanismes d'intéressement à la reprise d'activité. Sous la responsabilité de l'État et des départements, il implique la coordination et l'implication des acteurs du champ de l'insertion, des entreprises et des partenaires sociaux. Deuxième grand axe majeur, le grand âge et le handicap sont également aux sources des préoccupations. Dans les années 2000, ce sont les droits des personnes âgées et handicapées qui focalisent l'attention des parlementaires et des pouvoirs publics. 3 orientations majeures se dégagent durant les années 2000. Tout d'abord, la compensation de la perte d'autonomie via l'instauration de l'allocation personnalisée d'autonomie. Elle est prise en compte par la loi du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées. En 2015, la loi d'adaptation de la société au vieillissement élargit la perspective et tire pleinement les conséquences du vieillissement de la population. Elle considère que l'action publique doit prendre en compte ce fait sociétal et adapter l'urbanisme, les transports, le logement, les services, etc. à ce phénomène. Ensuite, la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ouvre également de nouvelles perspectives à la prise en compte des personnes handicapées dans la société française. Elle amorce une démarche dite d'inclusion de ces personnes. Enfin, la loi du 2 janvier 2002, rénovant l'action sociale et médico-sociale, place au centre des préoccupations les droits et les besoins des personnes, notamment dans le cadre de leur accueil dans des établissements sociaux et médico-sociaux. Elle s'inscrit dans une conception de l'action sociale et médico-sociale ainsi décrite dans la loi. L'action sociale et médico-sociale
tend à promouvoir, dans un cadre interministériel, l'autonomie et la protection des personnes, la cohésion sociale, l'exercice de la citoyenneté, à prévenir les exclusions et à en corriger les effets. Elle repose sur une évaluation continue des besoins et des attentes des membres de tous les groupes sociaux, en particulier des personnes handicapées et des personnes âgées, des personnes et des familles vulnérables en situation de précarité ou de pauvreté, et sur la mise à leur disposition de prestations en espèces ou en nature. C'est dans cette décennie qu'est créée la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, CNSA, et qu'est repensée la protection juridique des majeurs avec la loi du 5 mars 2007. Cette loi recentre le régime des tutelles et curatelles sur les personnes réellement atteintes d'une altération médicale de leurs facultés personnelles. Les personnes en difficulté socio-économique n'ayant aucune altération de leurs facultés mentales ne peuvent plus être mises sous tutelle ou sous curatelle. Elles doivent désormais être prises en charge dans le cadre de mesures contractuelles mises en œuvre par les services sociaux du département. En cas d'échec de cette prise en charge, le procureur de la République peut saisir le juge des tutelles afin qu'il ordonne un accompagnement social contraignant. Mais retenons également que c'est durant les années 2000 que s'amorce une profonde réforme de la protection de l'enfance, avec la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance. Le texte vise 3 objectifs majeurs: mieux prévenir, mieux signaler, mieux intervenir. La loi du 5 mars 2007, relative à la prévention de la délinquance, est également importante. Ce texte prévoit des dispositions concernant la délinquance des mineurs, les violences conjugales, les infractions sexuelles et la consommation de drogue. Des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance, regroupant le préfet, le procureur de la République, des élus locaux, des représentants des administrations de l'État, des représentants des associations, des organismes et professions concernés par les questions de sécurité, devront être créés dans les communes de plus de 10 000 habitants. Retenons également la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant. Cette loi vient compléter et enrichir la loi de 2007. Elle détaille 2 objectifs: mieux répondre aux besoins de l'enfant et améliorer la gouvernance de la protection de l'enfance.